Apéro Cavs. Yo, comment ça roule? Comment ça va toi Alex? Moi ça va très bien. Bon écoute, ça va, voilà. Je remercie tout le monde pour les petits messages de soutien, tout ça, mais bon, Eh oui. je suis encore un peu, voilà, mais ça va. T'es encore un peu pris moi Alex? Ouais, mais voilà, mais ça va, on va avoir le bout, je pense. C'est ça. Et Comme on donc dit. évidemment on espère que vous aussi vous faites attention à vous. On est sur les fêtes de fin À d'année. la maison, hein. Ouais. Attention, avec tous les rassemblements de famille qu'il va y avoir, je te raconte pas. Dans tous les cas, on va faire un apéro du dimanche spécial Cavs. Oh non de Dieu, Yeah. la fanbase Ça a été des réclamé, Cavs. hein. Ça a été réclamé, hein. On nous le demande depuis 2 semaines. Ouais. Ça a été réclamé, donc il y a un moment où il faut, voilà quoi. On écoute le peuple. Et voilà, et que les fans des Bulls se tiennent prêts. Ah. Parce que malgré les pressions du lobby des taureaux, à un moment donné, ça va forcément tomber. Hein. Bien sûr. D'accord. Ah bah nous on régule la NBA. Faut faire attention à l'équilibre des Les mecs, forces. ils ont le MVP dans leur rang, on va quand même pas non plus rater l'apéro. On sait, voilà, on va appuyer sur pause d'ici quelques jours, mais dans tous les cas, on le sait, les fans des Cavs sont en PLS, dédicace évidemment à tous les fans des Cavs de longue date et même les plus récents. Vous connaissez le modèle, on va faire un petit peu tout sur les Cavs, ce qui s'est passé récemment, remise en contexte, parler de cette défense, de rookie potentiellement, de coach aussi, qui pourrait peut-être faire le travail pour le plus grand plaisir d'Alex Martin, on est content. Ouais, bah on est surpris surtout. On est tous Autant, surpris. tu vois, la PLS à Cleveland, c'est la position latérale de surprise. Hein. Exactement, Ou position magnifique. latérale de surkiff, comme Tout vous à fait. préférez. Mais là, voilà. bref. La position latérale de surkiff, moi j'aime bien. Elle est bien, hein. Ouais. Ah bah oui, elle est pas mal du tout. Dans tous les cas, j'en profite avant de se lancer pour vous dire aussi que comme vous pouvez le voir aussi, vu le contexte, vous aurez des infos demain midi, mais on va garder Alex les top 10 all-time quand on est tous les deux dans les poufs. Oui, là on va tourner un peu à distance, hein, Covid oblige. Voilà. Pendant quelques jours, hein, pas non plus éternellement, mais bon. Bien sûr. Oui. Mais ça n'empêche pas de faire des surprises, c'est pas grave. C'est ça. Peut-être que vous aurez des choses à droite à gauche ici ou là. Mm. Tout à fait. Du coup, on va pouvoir se lancer tout de suite sur nos amis les Cavs. Alex, au moment où on parle, ils ont un petit match à jouer ce soir, on en reparlera. on en reparlera. 21h30, Ouais. réception du Jazz. C'est ça va jouer ce dimanche face au Jazz, mais au moment où nous parlons, mesdames et messieurs, les Cavs sont top 6, numéro 6 de la conférence Est avec 13 victoires pour 10 défaites. Par où commencer, Alex? 4 victoires de suite, sont sur 4 victoires de suite. Il y avait eu un petit passage un peu avide, Ouais. un peu relou. Et puis là, il y a 4 victoires de suite. Je veux dire, bouge pas, j'avais dû noter ça. Quand même, tu fais Orlando, bon, ok, mais à Dallas, à Miami, à Washington. Bon, Tout à fait. c'est pas des déplacements. Bon, même si Miami a des soucis et tout Il y a de l'équipe B. de blessures et de turnover et de choses comme ça en ce moment. Mais enfin, à Miami, à Dallas, à Washington, cette année, c'est pas des destinations où il fait si bon vivre. Hein. C'est des destinations où il est pas si simple de gagner. Complètement, surtout que ça a été fait avec la manière, parce que tu peux gagner, Exactement. 2 points, c'est génial, mais quand tu mets fessé sur fessé, là c'est Fessé fort. sur fessé avec pas mal de maîtrise. Tout à fait. Chacun. Enfin, genre, les mecs font des gros matchs quand t'as besoin. La défense On va en est reparler. extrêmement bien en place. Bien sûr. Est incroyablement bien en place, même, je dirais, pour être très franc. La rigueur et la discipline de cette jeune équipe sur un pourcentage très élevé de possession défensive est vraiment, vraiment impressionnant quand tu les regardes jouer. Genre, t'es là, tu fais « Oh putain, ils sont en train de prendre le jus !» Eh ben non, ça se reconcentre, Ouais. ça se met à défendre et ça fait des stops. Tout à fait. C'est vrai que sur les 4 derniers matchs, il y a eu quelque chose d'assez impressionnant, parce que sur un trio de déplacements comme ça, tu te dis wow, allez, si on en prend un et qu'on se bat sur les 2 autres, ça va. Mais non, c'est vraiment 3 matchs dominés. Il faut sortir les mots. Vraiment domination des Cavs. Ouais. Les scores ne sont même pas à la hauteur de la domination de Cleveland sur ces 3 matchs, parce qu'à Dallas, ça monte à 30. À Miami, c'est vraiment géré. Et à Washington, il n'y a que 15 points d'écart. Mais sur la rencontre, il y en a au moins 40 d'écart, comme Cleveland avait dominé du début à quasiment la fin. Donc c'est vrai que quand on regarde Cleveland sur le début de saison, nous... Quand Alex, on avait fait les 30 prévus en 30 jours, on s'était dit, ok, les Cavs, contexte, ils ont une envie avec leur management, c'est essayer de rentrer dans ce fameux top 10 du play-in tournament pour essayer d'être compétitif, récupération de Ricky Rubio, des petits ajustements à droite à gauche, faire le transfert pour Lauri Markkanen. Enfin, les intentions, elles étaient quand même pour le fait d'essayer d'être respectable et gagner cette saison quand même. Les intentions, clairement. Moi, j'y croyais pas du tout. Moi, j'y crois un peu plus.
T'y croyais un peu plus que moi, ouais. Mais tu les as pas mis dans le play-in non plus en preview, je crois pas. Tu les mets dans les 10 ? Ouais, tout à fait. Ah, belle, magnifique. Moi, je les mets pas pour 2 raisons principales. La première, c'est la jeunesse et le talent. Jeunesse et talent, genre, je me dis, ça demande encore un peu de temps. Puis surtout, je crois pas du tout au coaching de JB Bickerstaff. Et puis bon, je suis Bodor que Evan Mobley est un freak. Je pouvais pas savoir que le mec c'était tout de suite un des meilleurs défenseurs de la ligue. Tu vois, bon, voilà. Tout de suite, forcément, tu. J'arrête Allen, Hakeem Olajuwon. Voilà, c'est ça, c'est Evan Mobley, Kevin Garnett. On hésite, on sait pas trop. Tu vois, genre, le step est vraiment. Par rapport aux attentes que j'avais moi de cet effectif, franchement, je vais de surprise en surprise, en fait, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, c'est beau, une belle saison pour l'instant. C'est vrai on a un peu plus d'un quart. Ouais, on est arrivé là. On est arrivé au quart. Il y a 23 matchs joués sur 82. Et c'est vrai qu'il y a un élément de surprise, comme tu le dis, c'est que on avait fait la preview et on s'est pointé en début de saison et on a dit attends, mais ce 5 là avec et Allen, et Jarrett Allen, et Evan Mobley, et Lauri Markkanen en 3, what the fuck, du coup comment décaler au Coro, et puis Sexton comment il va être utilisé. Et c'est vrai qu'il y a eu des coups de mou, il y a eu cette session là de 5 défaites de suite, mais bon, logique, tu vas à Brooklyn, tu joues les Warriors, tu rejoues Brooklyn, et tu termines avec les Suns, bon, tu perds ces matchs assez logiquement, mais Cleveland s'est ajusté, et c'est vrai qu'Alex, là maintenant ça fait une bonne 6 bonnes minutes qu'on a démarré cet apéro spécial Cavs, c'est cette défense qui est vraiment absolument hallucinante. Au moment où on parle, ils sont top 3, top 3, top 4 de la NBA. Troisième rating défensif derrière Warriors Suns, j'imagine. C'est ça, ils sont troisième de la NBA défensivement, et quand on regarde cette défense, je te propose qu'on la décortique un petit peu parce qu'il y a des éléments qui sont évidents et d'autres qui les sont un peu moins. Tu parlais tout à l'heure de Evan Mobley. Rendons quand même hommage à l'arrivée d'un garçon qui, on en reparlera, est en train pour le moment de gérer la course au rookie de l'année avec Scottie Barnes. Et défensivement, il montre des choses qu'on ne voit pas tous les ans en fait. Non, pour un jeune de 20 ans, hein, Evan Mobley, c'est ça, c'est 20 ans, bouge pas. Ouais, c'est ça, il a 20 ans, Evan Mobley. Pour moi, dans sa tête, il en a 55. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il a 20 ans. Alors, il a des bras interminables. On savait qu'il allait être ultra mobile pour sa taille et tout. Enfin, ça, c'est pas des surprises. Ça fait plaisir de voir qu'en NBA, c'est déjà le cas. Ouais. Mais c'est pas des surprises. Genre, tous les scouts le disaient. Genre même nous qui ne sommes pas des experts NCAA, pas loin, mais presque. Mais tu vois, on avait vu, il n'y a pas besoin de voir beaucoup d'Evan Mobley pour le savoir. Ça, par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est la maturité avec laquelle il gère n'importe quel match-up, n'importe quelle situation. Je veux dire, c'est déjà le meilleur en aide de l'équipe. C'est un grand malade en aide. En switch, franchement, sur les switch, il tient les petits. C'est ça. Il tient les petits, il peut rester devant, il est long. Il est dangereux, il est encore un peu jeune et il n'a pas beaucoup de passifs en NBA, mais c'est sûr, il fait partie de ces joueurs qui vont être dans la tête des attaquants adverses, genre, il est où ? Ah merde, il est là. Tu vois, genre quand tu vas driver ou quoi, parce que c'est déjà le cas. Il est déjà très relou. Ouais. Et alors, tu parlais du truc à 3, là, Markkanen, Evan Mobley, Jarrett Allen. Ce qui est assez intéressant, c'est que, bon, Allen, t'as pas le choix. Allen, t'es obligé de le mettre au poste 5. Et Allen, il a progressé, mais je trouve qu'il a surtout progressé offensivement, moi, dans sa façon de rouler et tout. En défense, c'est le même gars, il aime bien aller au contre, il prend quand même pas mal de rebonds. Enfin, il fait une très bonne saison de joueur à 100 patates. Peut-être un peu meilleur que ce qu'on aurait pu attendre, mais ça fait... meilleur. Largement meilleur, c'est clair. Mais ça fait plaisir, mais je trouve que c'est pas forcément défensivement qui a le plus gros step, moi. Je trouve que c'est plutôt offensivement. Défensivement, il était déjà pas si mauvais, puis il se faisait déjà enfoncer par quelques gros. C'est toujours un peu le cas, même un peu moins, mais voilà. Non, le vrai truc incroyable, c'est vraiment le rookie, quoi. Défensivement, le truc incroyable, c'est le rookie, quoi. C'est vrai. Non, mais complètement. Evan Mobley, c'est vrai qu'on voit assez rarement ça. Moi, la dernière fois qu'un rookie est arrivé comme ça en NBA et m'a semblé avoir un plancher aussi terrifiant défensivement, c'était Anthony Davis. C'est lorsqu'Anthony Davis est arrivé à New Orleans il y a donc 10 ans. 2012, ouais. 2012. Tu savais, après ce qui s'était passé à Kentucky, tu savais que le mec avait déjà une fondation où... Si on voyait la suite se développer offensivement, il y allait avoir une matrice. Et c'est une des interrogations qu'on va surveiller avec Evan Mobley, c'est quelle est la suite offensivement parce qu'il y a du travail. Il y a vraiment du travail. Mais en défense,
t'as raison, il y a déjà cette installation de, ok, les joueurs, s'il est sur le parquet, les adversaires se disent où est-ce qu'il est, parce que s'il est sur mon côté, c'est-à-dire que si j'ai la balle côté droit et qu'il y a Evan Mobley, soudainement, que ce soit sur pick and roll ou pick and pop ou en isolation en switch, mes pourcentages vont baisser drastiquement. C'est-à-dire que là, déjà, c'est un peu une galère. Et en plus, les coaching staff commencent aussi à le réaliser. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de situations aussi où des entraîneurs voient que les minutes où Evan Mobley va se reposer, il va falloir essayer d'en profiter parce que c'est là que tu peux essayer de caser un run. Donc c'est sûr que Evan Mobley comme pièce qui s'intègre directement dans le groupe fait la différence. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant en me penchant un petit peu dans les détails statistiques de cette défense, qui est donc la 3e meilleure de l'Est, c'est que l'année dernière, on a vu un peu un modèle à New York avec Tom Thibodeau où il y avait évidemment tout un effort collectif, mais ça se basait sur des éléments qui sont très simples en NBA, c'est que les Knicks autorisaient très peu de shoots réussis à 3 points et espéraient que ça rentre en face. Et les Cavs, aujourd'hui, on est un petit peu sur le même modèle, c'est-à-dire que parmi toutes les équipes qui shootent face aux Cavs, c'est un des pires pourcentages qui existent en NBA. C'est-à-dire que les Cavs autorisent quelques shoots à 3 points, mais sinon c'est bien contesté, et vu que ça rentre pas, c'est une galère. Ça, c'est la première chose. La deuxième, quand tu vas à l'intérieur, c'est-à-dire que ça te fait chier de shooter à 3 points, bah t'as Allen et Mobley. Donc du coup, sont longs les deux. Hein. Les deux sont longs et c'est relou. Quand tu vas encore plus loin, c'est la 2e équipe qui fait le moins de fautes de toute la NBA. Donc, mais oui, ils sont propres. Ils sont trop propres, donc tu vas à l'intérieur, tu tapes Allen et Mobley, et derrière, ils font pas faute. Donc tu as très très peu de lancers. Et en plus de ça, c'est la 4e équipe qui prend le plus de rebonds défensifs, donc si t'as loupé ton shoot, c'est fini. C'est fini, merci, tu retournes en défense. Ah, c'est ça. C'est relou. Ouais, c'est très relou. C'est très relou. Non, vraiment, leur défense est vraiment... Ce rookie a changé énormément de choses puisqu'il offre des possibilités infinies. Je veux dire, on voit bien, là, avec un peu de muscle, il pourra glisser en 5. Enfin, je veux dire, il offre des possibilités infinies. En plus, la blessure de Sexton est un vrai souci pour l'attaque. On va venir à l'attaque. Ouais, bien sûr. C'est un vrai souci, la blessure de Sexton. Je dis pas que Sexton te change ton attaque, mais au moins lui, il peut attaquer, il peut scorer. Alors du coup, JB Bickerstaff nous a fait un peu de Rubio titulaire, et puis assez rapidement, il a remis Rubio dans son rôle de 6e homme, et il a plutôt intégré Okoro. En 2, ce qui est pas mal. Et du coup, c'est ça aussi le côté défensif. C'est-à-dire que tu as un 5. Il y a Garland. Bon, Garland, défensivement, il fait ce qu'il peut. C'est un mec... Voilà, il est limité physiquement. Je trouve qu'il essaye de se donner et tout. Mais c'est vrai que ça reste peut-être un point faible quand même. Après, Markkanen en 3, il n'est pas toujours à l'aise. Ça dépend qui il a en face de lui. Mais franchement, il se donne pas si mal que ça. Et comme il est encadré par Okoro et Mobley... Ah bah non, il décale, ouais, complètement. prends la pire match-up, on s'occupe du reste. C'est ça. Tu peux vraiment le cacher. Et du coup, ça donne un 5 costaud physiquement parce que Okoro, Markkanen, Mobley, Allen, c'est que c'est long, c'est costaud, c'est chiant, il y a du steak, c'est jeune, ça court. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont chiants à jouer. Donc, non, putain, les Cavs font partie des équipes les plus chiantes à jouer de la ligue là après un quart de la saison. Hein. Complètement. Défensivement, pour boucler sortir celle-là. Défensivement, pour boucler la chose, il y a évidemment tous ces éléments que tu viens de souligner et qu'on vient de souligner. Et ajoutons quand même le fait que d'avoir d'avoir un quotidien dont on avait parlé dans la preview qui est embelli par la présence de Ricky Rubio, ça aide parce que un vétéran comme ça, lorsqu'il doit donner des conseils à Garland ou à Okoro ou à d'autres garçons, ça vient aider. Lorsqu'il y a un petit run de l'équipe d'en face et qu'il y a un vétéran comme ça qui va flopper ou qui va provoquer un passage en force, tout à fait, ou qui provoque aussi, moi j'ai eu 2-3 fois cette saison des matchs des Cavs que j'ai regardé en direct où l'équipe adverse essaye de prendre la confiance et Ricky sur un écran qui est mal placé par un jeune d'en face, il va sauter dedans et il va provoquer les arbitres. De Ricky. Exactement. Et du coup, les arbitres vont dire désolé, rends la balle aux Cavs. Et ça, ce sont aussi des petites différences parce que Ricky Rubio, on savait ce qu'il a été capable d'apporter. Tu l'as vu aux Suns. On a vu son effet dans plein de franchises à Utah. Et du coup, en termes d'équilibre aussi, je trouve que c'est pas mal parce que tu le disais là à l'instant, parfois il a été mis dans le 5, mais aussi on l'a très vite remis sur le banc. Du coup, ton niveau défensif, lorsque tu as Garland qui va aller se reposer, ça va parce qu'en fait même s'il y a des soucis sur l'attaque, ça va très très bien parce que tu as des garçons. Il défend bien mieux que Garland. Tout à fait, tu as Rubio qui vient et qui contrôle un peu tout le groupe et donc tu n'as plus ces espèces de montagnes russes de
10 très bonnes minutes, puis 8 minutes à chier. C'est plus 48 minutes à un niveau un peu plus équilibré. Je trouve ça vraiment bon pour eux. Et là, c'est là qu'on est bien obligé de souligner le bon travail de JB Bickerstaff à ce niveau. Rien à dire. Voilà. Ricky Bickerstaff. Je me tais, je ne le critiquerai plus. Il est peut-être, sur la route de sa 2e saison positive en carrière. Après, c'était les Rockets de 2015-2016 par là qu'il avait récupéré, où il avait fait les fabuleux 70 matchs où il avait réussi à en gagner un peu plus de 50%. Sinon, effectivement, il y a 2 saisons infectes à Memphis. C'était Dwight et Harden, je crois, qui étaient ensemble à Houston. Ouais, voilà. Et puis après, il y a 2 saisons infectes à Memphis, puis il y a la saison dernière avec les Cavs, qui est quand même bien crade. Mais là, faut reconnaître qu'entre la triplette de fond de courte de 7-footer, là, qui était quand même pas un truc gagné d'avance quand même, mais qui est plutôt couillu, mais assez payant, je veux dire, quand tu vois le match que Mark Cannon fait à Dallas, là, je crois, là, où les tirs rentrent et tout, il leur fait trop mal. Hein. Ah bah bien il sûr. leur fait trop mal. Hein. Ouais. Tu vois, plein de petites choses comme ça qui, rien à dire. JB Bickerstaff, sur ce début de saison, il assume des choix qui n'étaient pas forcément évidents au début et ça fonctionne. Ouais, on lui a donné des éléments d'effectifs cet été. Parce qu'il y a des coachs, malheureusement, on les regarde en NBA, on dit bouh, et puis on regarde les ingrédients qu'on lui donne dans la cuisine et on est là genre, faudrait peut-être déjà qu'au-dessus de lui, on lui donne du matos. Et là, on lui a dit, ok, tu sais quoi, on a gardé Cedi Osman, il y a eu des rumeurs sur Sexton, sur Osman, sur machin, on va garder certains cadres et on va te donner au moins la possibilité d'avoir une saison à peu près normale avec un camp d'entraînement. Tu vas faire des choix, donc Jarrett Allen, en effet, c'est le nouveau Hakeem Olajuwon et c'est parfait. Et ce tall ball est un peu bizarre, mais agréablement surprenant. Et c'est vrai que pour le moment, Bickerstaff, on lui donne ce début de saison, notamment sur un aspect qui peut-être a le plus flingué les Cavs que d'autres équipes, ou en tout cas ils sont dans le haut du panier, c'est les blessures. C'est-à-dire qu'il n'y a que Ricky Rubio qui a joué les 23 matchs des Cavs au moment où on parle. Sinon, il a su improviser. Hein. Mais sinon, il y a eu de l'ajustement permanent. Et donc, en ce moment, Osman, qui est excellent cette saison, a mal au dos, donc tu peux pas compter sur lui. Tu peux pas compter sur Sexton, tout à fait. Il y a eu Mobley qui a été un petit peu mal. Et du coup, Kevin Love est revenu en mode hey, les gars, en fait, je peux encore jouer au basket. En sortie de banc, il a mis 22 points à Miami. On était là, genre, ok, old school. Donc, c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Ils ont cette espèce de gimmick, c'est un peu des dogs comme on l'avait vu avec PJ Tucker à Milwaukee, donc à chaque fois qu'ils font des huddles ensemble, ils sont là en sortie de temps mort, ils sont là genre ils ont trouvé leur, je crois qu'on avait déjà parlé, ils ont trouvé leur espèce de Umbutu que les Celtics ont eu en 2008, tu sais, leur espèce de cri de guerre, de ralliement qui fait qu'ils ont au moins une identité. Et c'est tellement dur pour les jeunes équipes de se trouver une place en NBA quand t'as pas d'identité que, en effet, Alex, on donne à JB Bickerstaff ce début de saison. Non, rien à dire. Et voilà, maintenant, en plus, le mieux pour eux, c'est que ils ont, à travers les développements offensifs qu'il va falloir faire, ils ont de la marge de progression en tant qu'équipe, en tant que groupe, je veux dire. Tu vois, c'est là qu'on en vient en attaque, ouais. Il y a des choses à faire, mais tu vois, tout à l'heure, Mobley et Webb, qui a du taf et tout, c'est vrai, Bastien, je suis d'accord, mais c'est déjà pas si mal. Ah non, mais c'est déjà très très bien. C'est juste que offensivement, tu as le sentiment, c'est pour ça que je parlais des Knicks tout à l'heure, c'est qu'il y a certains observateurs voient notamment ce qui s'est passé la saison dernière sur les Knicks. Tu sais, on les regardait, on disait est-ce que ça va tenir ? Est-ce que les exploits de Randle, de Quickly, de Derrick, etc., ça va tenir ? Parce que la défense, elle est stable. Aujourd'hui, avec les Cavs, tu te bases sur un Darius Garland qui est en train de préchauffer. Là, ça y est, après un début de saison un peu compliqué, il commence à rentrer dans des standards là, qui nous rappellent les discussions de Most Improved Player. En attaque, disons les choses, c'est vraiment dans la deuxième partie de tableau négatif de la NBA. Ils sont 20e ou 22e. Voilà. Et tu peux pas compter sur Sexton. Tu peux compter sur certains garçons dans ton effectif, mais va falloir vraiment s'accrocher parce que c'est pas non plus comme s'ils avaient une marge, je trouve, sur cette saison-là. À long terme peut-être, mais sur cette saison, je ne trouve pas qu'ils ont une marge offensive si grande que ça. Tu sais déjà tu peux compter. Ouais, je suis d'accord. Surtout que alors, le principal problème, c'est que dans le 5 là, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire avec Okoro en 2, en l'absence de Sexton, le problème, c'est que tu as 2 joueurs du coup dans ton 5, Jarrett Allen et Okoro, parce que Jarrett Allen, c'est le nouveau Hakeem Olajuwon, à condition qu'il soit à moins d'1m50 du panier. Donc, inoffensif. Petit flotteur. Ouais, moi je le laisse prendre son flotteur autant qu'il veut. Hein. Moi de moins en moins. Okoro, enfin bon. Ouais, non, mais je vois un peu, mais bon, tu vois, genre, c'est pas du spacing vraiment, quoi. Non, quand tu as Mobley et
Et Jarrett Allen, c'est Mobley qui est obligé un peu de s'écarter. D'ailleurs, Mobley, il a un vrai petit shoot mid-range, il prend quelques Bien 3, sûr. il a des moves. Enfin bon, pour moi, Mobley, faut lui laisser 2 ans et on va tous être là, on va faire what the fuck. Non, bien sûr. Qu'est-ce Ça, que c'est que ce délire? Ça, c'est évident en attendant de voir offensivement Enfin, ça, s'il tu peut sais, on va atteindre se le plateau réveiller qu'on genre, veut. ah Mobley 22-12, ah bah oui, bah normal, bah, logique, ouais, c'est normal, il a fait 22-12. Ouais. Ah, il a bien Je- défendu en plus. J'espère que ça va être 22-12. Ah ouais, ouais. 12, je sais pas, moi j'ai plus confiance en 22 qu'en 12, moi. On verra. Si, il a un bon toucher. Il Non, non, met mais ses attends. lancers Moi, je à suis- presque, Moi, je suis 78-80%. bien sûr. Moi, j'ai pas de doute sur le fait que Evan Mobley a le package. Juste dans son niveau d'agressivité intrinsèque en attaque, parfois laisse à désirer. Et c'est normal, C'est c'est un vrai. rookie. Mais je me demande si c'est un joueur qui est capable d'être juste. Et c'est déjà très bien en 19-12. Et en fait, t'es comme ça tout le temps Oui, voilà, oui. parce que du coup, tu vas jamais monter dans les hauteurs d'Anthony Davis dont on parlait tout à l'heure. Mais déjà, défensivement, c'est On sûr que ce verra. sera très bien. On verra exactement. Et après, le vrai principal problème, donc il y a Allen qui ne space pas du tout comme intérieur. Il y a Mobley qui est encore un peu à polir quand même offensivement. Et ensuite, il y a Okoro qui, là, pour sa saison sophomore, moi personnellement, autant j'adore quand il y va tête baissée, qui baisse les épaules, il fait la chaise devant l'attaquant adverse et tout, je trouve trop bien. Je trouve que ça fit trop avec les Cavs. Autant offensivement, Non, ils mais attaquent voilà. à 4 les mecs. Ah, Bah, ils attaquent à 4 là, hein. c'est- Attention. Bien sûr, c'est pour ça qu'on voulait savoir si ça allait être Iguodala ou Marcus Smart et on commence à voir sur l'échelle ce que ça donne. Un peu. En début de carrière, on voit un petit peu où il se place sur l'échelle. Donc c'est clair qu'offensivement, il y a une telle différence et on l'a vu là, notamment sur le match à Washington et bon, on va parler après du calendrier parce que ça va être des vrais tests là pour les Cavs. Le timing n'est pas choisi au hasard hein, pour cet apéro. La différence entre quand Garland est sur le terrain et quand Garland n'est pas sur le terrain. Il y a vraiment la sensation qu'il y a un joueur surdoué et ultra talentueux en création. On voit sa connexion avec Jarrett Allen. On voit les décalages qu'il crée, les hésitations et il est meilleur dans ses choix cette saison. La vision, Sa vision est très très bonne. bonne. Non, non, bien sûr. Mais tu vois, là-dessus, j'espère que ça va pas trop se ressentir par la suite parce que j'ai un peu l'impression que, tu sais, c'est un peu comme si Garland, il avait tous les sacs de course là en attaque et qu'il a genre, ok, bon allez, ça tient, on y va, ça tient. Mais alors, s'il y a un petit coup de moins bon ou qu'il y a une absence ou deux ou quoi que ce soit, attention parce que autour, derrière, il faut compter sur Ricky Rubio Mais t'as déjà ça, une c'est absence, c'est celle de Sexton, Bastien. limite. Oui, tout à fait. Qui du coup se sent beaucoup dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire Bien sûr. qu'effectivement, quand il n'y a pas Sexton, Putain. Sexton et Garland, c'est pas du tout les styles de jeu les mêmes. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que si t'as pas Garland sur le terrain mais que tu as Sexton, tu as une attaque qui va s'exprimer évidemment différemment, mais qui va s'exprimer quand même. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que là, les quelques matchs là qu'on a vu, que les Cavs ont gagné, hein, mais on a vu effectivement que offensivement, défensivement, ils font des différences énormes. Ce qui est dommage parfois, c'est qu'ils n'arrivent pas à les transformer si Garland ne s'occupe pas de les transformer offensivement. Ça, c'est un peu le problème. En même temps, personnellement, je préfère dans ce sens-là. Moi, je trouve que Ah, mais du coup, ils complètement. travaillent sur des bases incroyables. Et en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que ils sont à quoi? Ils sont à un vrai gros joueur poste 2 ou 3 offensif d'être ultra sérieux. Ah mais tout à fait, ouais, bien sûr. Ultra sérieux, je dis bien ultra sérieux. Bien sûr, ils ont un banc qui est carré, ils ont une équipe qui est jeune et où il y a des vétérans, ils ont une identité. Bon, en effet, tu peux être à ça. Alors, là, au moment où on parle, on est donc, comme on a dit, à 13-10. Je vais mettre un coup de calendrier parce que quand même, tu sais qu'on aime T'es bien sûr faire que tu veux ça. faire ça vraiment? Parce que je sais pas si les fans des Cavs ils vont kiffer ça. Mais c'est pour Le ça qu'on fait cet calendrier, apéro. il est C'est pour physique, ça hein, qu'on le fait truc, cet hein. apéro. Nous sommes donc, comme on l'a dit, sur 4 victoires de suite. Vous les voyez ici. Orlando, Dallas, Miami, Washington. Alors, ce soir, Utah. On va aller à Milwaukee. On va Sur les recevoir Bulls. les Bulls. C'est hein. pas comme s'ils étaient en forme. Ouais, on va aller à Minnesota où, je sais pas pas si t'as facile. vu, on a fait un apéro récemment. Non, j'ai vu, c'est pas facile. Tu vas aller jouer les incroyables Kings qui en ce moment en fait ont l'air de pouvoir stopper n'importe qui. Oui, je vais libérer Bon, tu de sais pas l'espace contre d'otresse. qui tu joues hein, quand tu joues les Kings. Hein. Tu Tout sais à pas- fait. Tu sais Tu ce sais qui pas non t'attend. plus contre qui tu vas jouer avec Miami. Alors heureusement, il n'y a pas Non, à des ouais. baillots. Ouais. Mais bon. Et donc, tu vas réavoir du Bucks. Tu as un stretch là jusqu'à Noël à Atlanta, Ah là là. à Boston, à Milwaukee, 2 fois à Milwaukee, où en fait, il va falloir vraiment s'accrocher et espérer justement que les éléments dont on vient de parler, Alex, se confirment, c'est-à-dire grosse défense et que Garland continue à chauffer parce qu'il va en avoir besoin là. Là, c'est trop chaud.
Ils vont en avoir besoin parce que les Bucks, on voit bien, les Bucks, ils sont troisième de l'Est, là, au cas où ça intéresse les gens. Là. Ça revient fort, les Bucks. Hein. Ouais. Ça rigole plus du tout. Les Hawks sont, si je dis pas de bêtises, sont assez en forme aussi, je crois. Hein, Ça va, 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Voilà, c'est ça. Les Celtics, ça commence à poindre, comme on dit. Bien sûr. Les Wizards, on en parlera peut-être un jour dans un apéro. Voilà, les Wolves, tu l'as dit. Enfin, en fait, il n'y a pas vraiment de match un peu facile là-dedans. Peut-être l'accueil des Rockets, c'est encore que les Rockets. Intouchable. non, mais tu vois, donc du coup, c'est vraiment un calendrier difficile. Le mois de décembre, là, est vraiment très très poilu, quoi. Ça va être un très bon test et c'est pour ça que le Trash Talkers existe aussi. C'est pour voir si on va se retrouver dans ce range où, comme tu le dis à l'instant, il y a des équipes. Je vous mets le classement ci-dessous, là, sous les yeux. Je t'invite à le checker aussi, Alex. Où en effet, comme tu le disais, il y a des équipes qui, derrière, attendent une seule chose, c'est que les Cavs aient un petit coup de mou. C'est-à-dire, ok, Boston veut y aller. Vous voyez là dans ce mouchoir de poche, là, Atlanta est 10e avec 12 victoires pour 11 défaites. Les Knicks, dont on reparlera, sont à 11 victoires pour 12 défaites. L'écart est vraiment minime et il suffit d'une petite chute comme ça pour que Cleveland tombe. On vient de voir d'ailleurs pour les Hornets qui se sont chopés une grosse vague de Covid. Là, il n'y aura pas Lamelo Ball, Terry Rozier, Mason Plumlee et McDaniels pendant 10 jours. Beaucoup de franchises observent ça en se disant hey, les gars, là, il y a un stretch là jusqu'à Noël. Si on prend la bonne vague, on va enfoncer un peu ces équipes et on va s'assurer une bonne place pour le début d'année 2022. Ouais, donc il faut faire hyper attention. Il faut faire hyper attention. C'est l'objectif des Cavs, c'est d'être dans cette bonne vague. Tout à fait. Par contre, là, on regarde que derrière. Si tu regardes un peu devant, c'est serré, hein. Ah mais bien sûr. Bah, on est dans. Pas de dégros, mais c'est serré. C'est ça. On est dans cette phrase qu'on avait prononcée dans la preview des Cavs où, en effet, il faut te battre pour être dans le play-in tournament. Tu vas avoir un gros test là qui va venir et il va falloir vraiment s'accrocher. Alex, pour boucler la boucle, j'ai 3 petites questions à te poser. Dis-moi. La première, on y a un peu répondu, mais répondons-y. Répondons-y tout de suite. Est-ce que ce modèle, il peut tenir ? C'est-à-dire le modèle des Cavs, les modèles sur les 23 premiers matchs là en termes de grosse défense et puis on espère que Garland ça tient et puis on a les Twin Towers à l'intérieur. Oui, peut tenir. Après là le calendrier est très velu, hein, mais oui, moi les équipes de jeunes qui se construisent avec une identité de groupe et de la défense et puis on bricole, on fait de notre mieux en attaque en fonction des joueurs qu'on a, je valide moi perso. Moi aussi, je suis d'accord. Je pense que défensivement ça tient et donc le modèle peut tenir en espérant qu'il y ait pas trop de soucis de blessure, c'est-à-dire qu'il faut vite retrouver Haussmann pour les shoots à 3 points. Ouais, ils ont déjà perdu Sexton et voilà, il faut qu'Haussmann revienne. Enfin oui, bien sûr. Faut qu'en attaque ça tienne vraiment fort. Deuxième question, est-ce qu'on peut faire confiance à JB Bickerstaff ? Jean-Baptiste ? N'empêche que là, sur ce début de saison, moi j'ai envie de te dire oui. Oui, allons-y, faisons confiance. De toute façon, le mec vient de gagner, moi je trouve que le mec vient de gagner le droit à ce qu'on lui fasse confiance. Cette phrase est incroyable. Ouais, il a fait des vrais choix, des choix tranchés, des choix. Moi, je respecte ça. Je suis d'accord. Moi, pour le moment, pareil, je lui fais confiance. Je veux juste voir quand ça va commencer à chauffer un petit peu. Et ça en vient à la troisième, qui est peut-être pas forcément la chose à laquelle les Cavs et leurs fans pensent le plus, mais on l'a fait pour d'autres équipes. On le sait qu'il va y avoir la course à l'armement gentiment jusqu'au 10 février avec la trade deadline. Tuer les Cavs, tu vois ces espoirs-là, qui étaient exactement la situation dans laquelle tu voulais être. Au début de saison, tu voulais savoir si tu pouvais être top 6, top 8 de la conférence Est au moment où Noël arrive. En attendant de voir ce qui va se passer pendant 3 semaines. Est-ce qu'on peut s'attendre de la part de Kobe Altman d'avoir un ou deux derniers petits ajustements là en janvier, février pour se dire ok, on ne va absolument pas prendre de risques, on veut jouer le play-in, allons chercher un vétéran à la Thad Young ou d'autres garçons comme ça qui vont être sur le marché du buyout, allons le chercher et montrer à quel point ce groupe peut faire des dingueries à l'Est dans les prochaines années. Moi, je pense qu'il n'a pas fini son taf, Kobe. Peut-être, mais je pense que la blessure de Sexton, c'est un vrai souci du coup. Ah bah oui, bien sûr. C'était la pièce complètement. C'était une belle pièce à bouger. La pièce, donc là, oui, un buy-out, un joueur en plus, mais du coup, je pense qu'il est un peu coincé avec la blessure de Sexton, moi malheureusement. En tout cas, sur leur marge de manœuvre, c'est clair que c'est réduit. Mais je ne mettrai pas de côté le fait que les Cavs nous ont toujours régalé à la deadline. Et Kobe Altman ne peut pas s'empêcher d'avoir un move ou deux. Il va essayer de bouger, peut-être Kevin Love. Il était dans le deal pour récupérer Jarrett Allen. On va voir ce qui se passe avec Kevin Love, mais j'ai l'impression que le dossier est moins bouillant que ça a pu être parce que les résultats collectifs sont là. Mais
dans tous les cas, voilà les 3 questions. On va surveiller le calendrier. On va surveiller le match de ce soir contre Utah, qui certes est dans le haut de la conférence Ouest, mais doit se sortir les doigts pour battre les Celtics. Venir et gagner à Cleveland, c'est pas simple en plus. Hein. Non, Utah, il va falloir qu'ils viennent sérieux, ça c'est sûr. Pas facile. Et évidemment, on espère que le Trash Talk Curse va faire son petit effet. Il n'y a plus de Trash Talker cette année. Hein. Je sais pas si les gens ils ont remarqué. Si. Il y a 0 Trash Talk. Ah bon? Non. On a fait les Bucks ils enchaînent. On a fait les Suns ils enchaînent. Non, c'est fini ça. On va leur laisser une deuxième chance. On va laisser une chance au Curse pour faire son effet. Dans tous les cas, dites-nous ce que vous pensez de ce début de saison des Cavs. Est-ce que ça va s'écrouler soudainement? Alex, évidemment, je te laisse avec le mot de la fin. Le mot de la fin, 21h30. Cleveland reçoit Utah. C'est un match entre top teams. Voilà, celle-là, fallait le savoir avant. Hein, match immanquable. On vous fait des bisous, on vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve évidemment demain pour le meilleur jour de la semaine. Des bisous. Ciao.